Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie. Introduction. Dans un livre récent complétant des livres antérieurs consacrés à l'imagination poétique, nous avons essayé de montrer l'intérêt que présente pour de telles enquêtes la méthode phénoménologique. Suivant les principes de la phénoménologie, il s'agissait de mettre en pleine lumière la prise de conscience d'un sujet émerveillé par les images poétiques. Cette prise de conscience, que la phénoménologie moderne veut adjoindre à tous les phénomènes de la psyché, nous semblait donner un prix subjectif durable à des images qui n'ont souvent qu'une objectivité douteuse, qu'une objectivité fugitive. En nous obligeant à un retour systématique sur nous-mêmes, à un effort de clarté dans la prise de conscience à propos d'une image donnée par un poète, la méthode phénoménologique nous amène à tenter la communication avec la conscience créante du poète. L'image poétique nouvelle, une simple image, devient ainsi bien simplement une origine absolue, une origine de conscience. Dans les heures de grandes trouvailles, une image poétique peut être le germe d'un monde, le germe d'un univers imaginé devant la rêverie d'un poète. La conscience d'émerveillement devant ce monde créé par le poète s'ouvre en toute naïveté. Sans doute, la conscience est promise à de plus grands exploits. Elle se constitue d'autant plus fortement qu'elle se donne à des œuvres de mieux en mieux coordonnées. En particulier, la conscience de rationalité a une vertu de permanence qui pose un difficile problème au phénoménologue. Il s'agit pour lui de dire comment la conscience s'enchaîne dans une chaîne de vérité. Au contraire, en s'ouvrant sur une image isolée, la conscience imaginante a, du moins à première vue, de moindres responsabilités. La conscience imaginante, considérée vis-à-vis des images séparées, pourrait alors apporter des thèmes à une pédagogie élémentaire des doctrines phénoménologiques. Mais nous voici devant un double paradoxe. Pourquoi, demandera le lecteur, non averti, surchargez-vous un livre sur la rêverie avec le lourd appareil philosophique qu'est la méthode phénoménologique? Pourquoi, dira de son côté le phénoménologue de métier, choisir une matière aussi fluente que les images pour exposer des principes phénoménologiques? Tout serait plus simple, semble-t-il, si nous suivions les bonnes méthodes du psychologue qui décrit ce qu'il observe, qui mesure des niveaux, qui classe des types, qui voit naître l'imagination chez les enfants, sans jamais, à vrai dire, examiner comment elle meurt chez le commun des hommes. Mais un philosophe peut-il devenir psychologue? Peut-il plier son orgueil jusqu'à se contenter de la constatation des faits alors qu'il est entré avec toutes les passions requises dans le règne des valeurs? Un philosophe reste, comme on dit aujourd'hui, en situation philosophique. Il a parfois la prétention de tout commencer, mais hélas, il continue. Il a lu tant de livres de philosophie, sous prétexte de les étudier, de les enseigner, il a déformé tant de systèmes. Quand le soir est venu, quand il n'enseigne plus, il croit avoir le droit de s'enfermer dans le système de son choix. Et c'est ainsi que j'ai choisi la phénoménologie dans l'espoir de réexaminer d'un regard neuf les images fidèlement aimées, si solidement fixées dans ma mémoire que je ne sais plus si je me souviens ou si j'imagine quand je les retrouve en mes rêveries. L'exigence phénoménologique à l'égard des images poétiques est d'ailleurs simple. Elle revient à mettre l'accent sur leur vertu d'origine, à saisir l'être même de leur originalité et à bénéficier ainsi de l'insigne productivité psychique qui est celle de l'imagination. Cette exigence, pour une image poétique, d'être une origine psychique, aurait cependant une dureté excessive si nous pouvions trouver une vertu d'originalité aux variations mêmes qui jouent sur les archétypes les plus fortement enracinés. Puisque nous voulions approfondir en phénoménologue la psychologie de l'émerveillement,
La moindre variation d'une image merveilleuse devait nous servir à affiner nos enquêtes. La finesse d'une nouveauté ranime des origines, renouvelle et redouble la joie de s'émerveiller. À l'émerveillement s'ajoute en poésie la joie de parler. Il faut la prendre, cette joie, dans son absolue positivité. L'image poétique, apparaissant comme un nouvel être du langage, n'est en rien comparable, suivant le mode d'une métaphore commune, à une soupape qui s'ouvrirait pour dégager des instincts refoulés. L'image poétique éclaire d'une telle lumière la conscience qu'il est bien vain de lui chercher des antécédents inconscients. Du moins, la phénoménologie est fondée à prendre l'image poétique dans son être propre, en rupture avec un être antécédent, comme une conquête positive de la parole. Si l'on écoutait le psychanalyste, on en viendrait à définir la poésie comme un majestueux lapsus de la parole. Mais l'homme ne se trompe pas en s'exaltant. La poésie est un des destins de la parole. En essayant d'affiner la prise de conscience du langage au niveau des poèmes, nous gagnons l'impression que nous touchons l'homme de la parole nouvelle, d'une parole qui ne se borne pas à exprimer des idées ou des sensations, mais qui tente d'avoir un avenir. On dirait que l'image poétique, dans sa nouveauté, ouvre un avenir du langage. Corrélativement, en employant la méthode phénoménologique à l'examen des images poétiques, il nous apparaissait que nous étions automatiquement psychanalysés, que nous pouvions, avec une conscience claire, refouler nos anciennes préoccupations de culture psychanalytique. Nous nous sentions, en phénoménologues, débarrassés de nos préférences, ces préférences qui transforment le goût littéraire en habitude. Nous étions, du fait du privilège donné à l'actualité par la phénoménologie, tout à l'accueil des images nouvelles que nous offre le poète. L'image était présente en nous, écartée de tout le passé qui pouvait l'avoir préparée dans l'âme du poète. Sans nous soucier des complexes du poète, sans fouiller dans l'histoire de sa vie, nous étions libres, systématiquement libres, de passer d'un poète à un autre, d'un grand poète à un poète mineur, à l'occasion d'une simple image qui révélait sa valeur poétique par la richesse même de ses variations. Ainsi, la méthode phénoménologique nous enjoignait de mettre en évidence toute la conscience à l'origine de la moindre variation de l'image. On ne lit pas la poésie en pensant à autre chose. Dès qu'une image poétique se renouvelle, en un seul de ses traits, elle manifeste une naïveté première. C'est cette naïveté systématiquement réveillée qui doit nous donner le pur accueil des poèmes. Dans nos études sur l'imagination active, nous suivrons donc la phénoménologie comme une école de naïveté. Devant les images que nous apportent les poètes, devant des images que nous n'aurions jamais pu imaginer nous-mêmes, cette naïveté d'émerveillement est toute naturelle. Mais à vivre passivement un tel émerveillement, on ne participe pas assez profondément à l'imagination créante. La phénoménologie de l'image nous demande d'activer la participation à l'imagination créante. Puisque le but de toute phénoménologie est de mettre au présent, en un temps d'extrême tension, la prise de conscience, il faut conclure qu'il n'y a pas, en ce qui concerne les caractères de l'imagination, de phénoménologie de la passivité. Au-delà du contresens souvent fait, rappelons que la phénoménologie n'est pas une description empirique des phénomènes. Décrire empiriquement serait une servitude à l'objet, en se faisant une loi de maintenir le sujet dans la passivité. La description des psychologues peut sans doute apporter des documents, mais le phénoménologue doit intervenir pour mettre ces documents sur l'axe de l'intentionnalité. Ah, que cette image qui vient de m'être donnée soit mienne, vraiment mienne, qu'elle devienne, sommet d'un orgueil de lecteur, mon œuvre.
Et quelle gloire de lecture si je pouvais, aidé par le poète, vivre l'intentionnalité poétique. C'est par l'intentionnalité de l'imagination poétique que l'âme du poète trouve l'ouverture conscientielle de toute vraie poésie. Devant une ambition si démesurée, jointe au fait que tout notre livre doit sortir de nos rêveries, notre entreprise de phénoménologue doit faire face à un paradoxe radical. Il est commun en effet d'inscrire la rêverie parmi les phénomènes de la détente psychique. On la vit dans un temps détendu, tant sans force liante, comme elle est sans attention, elle est souvent sans mémoire. Elle est une fuite hors du réel, sans toujours trouver un monde irréel consistant. En suivant la pente de la rêverie, une pente qui toujours descend, la conscience se détend et se disperse et par conséquent s'obscurcit. Ce n'est donc jamais l'heure, quand on rêve, de faire de la phénoménologie. En présence d'un tel paradoxe, quelle va être notre attitude? Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie. Introduction. Dans un livre récent complétant des livres antérieurs consacrés à l'imagination poétique, nous avons essayé de montrer l'intérêt que présente pour de telles enquêtes la méthode phénoménologique. Suivant les principes de la phénoménologie, il s'agissait de mettre en pleine lumière la prise de conscience d'un sujet émerveillé par les images poétiques. Cette prise de conscience, que la phénoménologie moderne veut adjoindre à tous les phénomènes de la psyché, nous semblait donner un prix subjectif durable à des images qui n'ont souvent qu'une objectivité douteuse, qu'une objectivité fugitive. En nous obligeant à un retour systématique sur nous-mêmes, à un effort de clarté dans la prise de conscience à propos d'une image donnée par un poète, la méthode phénoménologique nous amène à tenter la communication avec la conscience créante du poète. L'image poétique nouvelle, une simple image, devient ainsi bien simplement une origine absolue, une origine de conscience. Dans les heures de grandes trouvailles, une image poétique peut être le germe d'un monde, le germe d'un univers imaginé devant la rêverie d'un poète. La conscience d'émerveillement devant ce monde créé par le poète s'ouvre en toute naïveté. Sans doute, la conscience est promise à de plus grands exploits. Elle se constitue d'autant plus fortement qu'elle se donne à des œuvres de mieux en mieux coordonnées. En particulier, la conscience de rationalité a une vertu de permanence qui pose un difficile problème au phénoménologue. Il s'agit pour lui de dire comment la conscience s'enchaîne dans une chaîne de vérité. Au contraire, en s'ouvrant sur une image isolée, la conscience imaginante a, du moins à première vue, de moindres responsabilités. La conscience imaginante, considérée vis-à-vis des images séparées, pourrait alors apporter des thèmes à une pédagogie élémentaire des doctrines phénoménologiques. Mais nous voici devant un double paradoxe. Pourquoi, demandera le lecteur, non averti, surchargez-vous un livre sur la rêverie avec le lourd appareil philosophique qu'est la méthode phénoménologique? Pourquoi, dira de son côté le phénoménologue de métier, choisir une matière aussi fluente que les images pour exposer des principes phénoménologiques? Tout serait plus simple, semble-t-il, si nous suivions les bonnes méthodes du psychologue qui décrit ce qu'il observe, qui mesure des niveaux, qui classe des types, qui voit naître l'imagination chez les enfants, sans jamais, à vrai dire, examiner comment elle meurt chez le commun des hommes. Mais un philosophe peut-il devenir psychologue? Peut-il plier son orgueil jusqu'à se contenter de la constatation des faits alors qu'il est entré avec toutes les passions requises dans le règne des valeurs? Un philosophe reste, comme on dit aujourd'hui, en situation philosophique. Il a parfois la prétention de tout commencer,
Mais hélas, il continue. Il a lu tant de livres de philosophie, sous prétexte de les étudier, de les enseigner, il a déformé tant de systèmes. Quand le soir est venu, quand il n'enseigne plus, il croit avoir le droit de s'enfermer dans le système de son choix. Et c'est ainsi que j'ai choisi la phénoménologie dans l'espoir de réexaminer d'un regard neuf les images fidèlement aimées, si solidement fixées dans ma mémoire que je ne sais plus si je me souviens ou si j'imagine quand je les retrouve en mes rêveries. L'exigence phénoménologique à l'égard des images poétiques est d'ailleurs simple. Elle revient à mettre l'accent sur leur vertu d'origine, à saisir l'être même de leur originalité et à bénéficier ainsi de l'insigne productivité psychique qui est celle de l'imagination. Cette exigence, pour une image poétique, d'être une origine psychique, aurait cependant une dureté excessive si nous pouvions trouver une vertu d'originalité aux variations mêmes qui jouent sur les archétypes les plus fortement enracinés. Puisque nous voulions approfondir en phénoménologue la psychologie de l'émerveillement, la moindre variation d'une image merveilleuse devait nous servir à affiner nos enquêtes. La finesse d'une nouveauté ranime des origines, renouvelle et redouble la joie de s'émerveiller. À l'émerveillement s'ajoute en poésie la joie de parler. Il faut la prendre cette joie dans son absolue positivité. L'image poétique, apparaissant comme un nouvel être du langage, n'est en rien comparable, suivant le mode d'une métaphore commune, à une soupape qui s'ouvrirait pour dégager des instincts refoulés. L'image poétique éclaire d'une telle lumière la conscience qu'il est bien vain de lui chercher des antécédents inconscients. Du moins, la phénoménologie est fondée à prendre l'image poétique dans son être propre, en rupture avec un être antécédent, comme une conquête positive de la parole. Si l'on écoutait le psychanalyste, on en viendrait à définir la poésie comme un majestueux lapsus de la parole. Mais l'homme ne se trompe pas en s'exaltant. La poésie est un des destins de la parole. En essayant d'affiner la prise de conscience du langage au niveau des poèmes, nous gagnons l'impression que nous touchons l'homme de la parole nouvelle, d'une parole qui ne se borne pas à exprimer des idées ou des sensations, mais qui tente d'avoir un avenir. On dirait que l'image poétique, dans sa nouveauté, ouvre un avenir du langage. Corrélativement, en employant la méthode phénoménologique à l'examen des images poétiques, il nous apparaissait que nous étions automatiquement psychanalysés, que nous pouvions